Cet été ont lieu les JO 2024 à Paris. Il est donc normal de parler de sport pour l'occasion. Mais en 2024, le sport, ce ne sont plus que des athlètes qui sont hyper musclés et hyper rapides. Le sport, c'est aussi énormément de technologie. Avec la présence de plus en plus forte de techno dans les sports, l'expérience du spectateur aussi a changé. Mais alors, a-t-on vraiment besoin de savoir combien de fois Mbappé a changé de chaussettes? Les stats peuvent-elles faire oublier la prouesse physique? Et surtout, le sport va-t-il devenir un truc de matheux? Pour répondre à ces questions de stats, je ne reçois pas Billy Bean, mais il s'y connaît en sélection. Sylvain, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Eh bien, avec grand plaisir. Je m'appelle Sylvain Ract, j'ai 35 ans. J'ai un background d'ingénieur, donc Télécom Paris. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait plutôt dans l'embarqué, l'électronique dans ma formation. Et assez rapidement, j'ai démarré ma carrière dans la Silicon Valley en tant qu'ingénieur logiciel là-bas. Et c'est là-bas que j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat, je pense qu'on peut dire comme ça. Et surtout, je me suis rendu compte, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, qu'il commençait à avoir énormément de stats dans le sport, US principalement, donc le baseball, le basket, le foot américain. Mais finalement, dans le foot à nous, celui qu'on aime et qu'on pratique tous, il n'y avait pas grand-chose. Et donc l'idée, ça a été justement de rentrer en France et de réfléchir à comment mettre les nouvelles technologies au service du sportif, du joueur de foot, pour lui permettre d'avoir des stats, de pouvoir suivre ses performances et d'avoir une expérience de jeu un petit peu plus fun. Ouais. Alors effectivement, pour ceux qui ne suivent pas les sports US, petite digression, moi j'ai eu l'occasion de suivre beaucoup la NFL pendant un moment. Je me souviens en préparation, toi, tu suivais aussi un petit peu la NFL, mais plus la NBA, non ça ou le... Non, c'est la NFL carrément, j'ai un petit fait pour l'équipe de San Francisco justement. Okay. Et effectivement, c'est des sports où il y a énormément de stats. Moi je me souviens d'un match où il y avait un receveur qui avait changé de gants 2 fois. Et en quelques secondes, il y a une stat qui apparaît à l'écran disant que quand ce receveur-là change de gant au moins 2 fois pendant un match, en général, il a un taux de réception qui est supérieur à je ne sais plus combien. Tu vois, le niveau de précision de la stat est quand même assez gueudin. Ouais. Et la référence aussi que je faisais en intro où je parlais de Billy Bean, c'est une histoire que je vous invite à aller regarder. C'est donc un film qui s'appelle Moneyball avec Brad Pitt et Jonah Hill, qui parle justement de comment le baseball a été révolutionné par un sélectionneur qui s'est basé uniquement sur des stats pour choisir son équipe et non plus sur des scouts, comment on dit en français, des recruteurs, ouais. Des recruteurs, ouais, qui utilisent des années et des années d'expérience dans le métier pour reconnaître comment est-ce qu'un joueur est. Et ça a été un vrai changement de paradigme dans la sélection des équipes. C'est ça, toi, aujourd'hui, que tu cherches à changer, c'est au niveau du sport professionnel. C'est toutes ces stats-là aussi étranges soient-elles. Ouais, carrément. Par contre, il y a une énorme différence entre justement le foot, soccer. Bon, je vais parler foot jusqu'à la fin de l'épisode, comme ça on se met d'accord une fois pour toutes. Mais avec le foot américain, le baseball, le basket, et même le hockey sur glace, qui ont la particularité, le point commun en tout cas, d'être des sports américains, où on sait qu'il y a des moyens qui ne sont pas les nôtres là-bas, mais surtout qui sont des sports par phase, avec énormément d'arrêts de jeu. Et où en fait on a des phases de jeu finalement qui durent 1-2 minutes et qui sont à chaque fois séquencées par un arrêt de jeu. Et en fait ce séquençage fait que tu peux hyper intuitivement formuler un certain nombre de stats. Voilà, pour que sur le basket, c'est les shoots tentés, les shoots réussis, les rebonds, etc., etc. C'est très facile entre guillemets de faire un tableau Excel énorme avec plein de stats. Le foot, comme nous on le connaît, c'est pas du tout la même chose. C'est un jeu continu. Certes, des fois il y a des arrêts de jeu, mais c'est surtout un enchaînement. Et en fait, la seule métrique que tu avais à l'époque, c'est le score. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 0 ?
Et voilà, c'est une métrique hyper infime par rapport à l'abondance que tu peux avoir de données dans le sport US. Et c'est ce qui fait que ça a pris beaucoup plus de temps pour avoir des statistiques dans le foot. Et ce qui fait que l'IA est particulièrement bien adaptée, parce qu'on n'a plus besoin de passer par cette étape où on doit séquencer le match, mais c'est l'IA elle-même qui va comprendre l'intégralité du match. Ok. Donc aujourd'hui, tu passes par des modèles d'IA qui vont... parce que tu vois qu'on prend cet exemple que tu as effectivement sur les sports US, où tu as un tableau Excel immense de toutes les actions. Comment tu fais pour décrire, enfin pour savoir le type d'action qu'il faut noter, ressortir. Tu vois, il y a quand même un travail humain peut-être non derrière ou... Ouais, tout à fait. Il y a un travail humain d'annotation, parce que évidemment tu fais pas d'IA sans données. Donc même si aujourd'hui il y a plein de principes qui cartonnent comme l'auto-annotation et qu'on utilise abondamment, à la base il a fallu annoter, mais il a surtout fallu séquencer ton match. Le truc intéressant à comprendre, pourquoi on utilise des modèles de langage, c'est parce que le sport, finalement, c'est très proche d'un texte. Tu peux imaginer le déroulé de l'action sportive comme une phrase où les mots, par exemple, représenteraient des actions, plutôt des gestes individuels, les paragraphes des actions de jeu, les chapitres des mi-temps, etc. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui et qui est très florissant sur le langage français ou anglais, on va dire, on peut le réutiliser sous réserve que tu es capable de séquencer ton match, c'est-à-dire de trouver qu'est-ce qui va être, toi, tes mots, ton alphabet. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un séquençage de la foulée du joueur. Donc, le joueur qui fait son match, grâce à son capteur qui porte sur la jambe, eh ben, on est capable de découper chaque geste, finalement, chaque foulée. Et à ces foulées-là, eh ben, on va appliquer exactement les mêmes algorithmes qu'on a aujourd'hui sur des textes ou encore sur la reconnaissance vocale pour être capable de détecter, de reconnaître quel geste. Est-ce que le joueur il a fait une frappe? Est-ce qu'il a fait une foulée? Est-ce qu'il a fait un tacle, etc. Et finalement de reconstruire le fil du match comme on reconstruirait un texte. Question bête, mais du coup, il a un capteur sur chaque jambe? Il a un capteur uniquement sur la jambe forte, et donc c'est ça qui séquence finalement. Okay. Donc c'est tout ce qui se passe entre deux appuis de la même jambe au sol. Mais du coup, dans notre lexique, pour reprendre la métaphore du langage, on va avoir à la fois les gestes bon pied, les gestes mauvais pied, et ce sera des gestes qu'on va détecter de manière différente. Mais comment tu fais pour détecter une frappe avec le pied faible? Eh ben, même si tu frappes avec le pied faible, ton pied d'appui, lui, il a un certain mouvement qui est reconnaissable. Et puis surtout, je dirais même encore plus que le mouvement pendant le geste, c'est qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Ta course d'élan, comment tu te replaces. Et c'est pour ça que les technos, justement, avec des mécanismes d'attention qui sont utilisés aujourd'hui dans la reconnaissance de texte et de toute manière, tous les grands modèles de langage sont pertinents, parce qu'on ne va pas uniquement se contenter de détecter ce que fait le joueur à l'instant T, mais de comprendre tout le contexte et ainsi de faire prendre la meilleure décision, dire est-ce que là effectivement le joueur il était en train de faire une frappe du mauvais pied ou est-ce qu'il était en train de faire un tacle ou je ne sais quelle action quoi. Okay. Et donc il faut que tous les joueurs portent aussi le capteur pour qu'il y ait une histoire qui soit cohérente? Alors pas forcément. Si tu es le seul à porter, eh ben, on va reconstruire ton fil du match à toi. Mais effectivement, on va pouvoir te sortir moins de stats parce que on va pas pouvoir te comparer aux autres joueurs du match. Donc si tous les joueurs sont équipés, là tu vas avoir des stats beaucoup plus poussées parce qu'on va pouvoir justement jouer entre les corrélations de ce que font les différents joueurs sur le terrain. Si tu fais ton match de ton côté, tu auras tes stats individuelles du type combien de kilomètres tu as parcouru, à quelle vitesse, combien de ballons tu as touché, etc. Okay. Est-ce que vous avez cette seule source d'information, c'est vos capteurs, ou est-ce que vous avez aussi d'autres informations qui viennent, entre guillemets, enrichir le récit avec, je sais pas, le stade, le nombre de personnes qui sont présentes, la température, l'altitude Alors oui, comme tout bon modèle d'IA qui se respecte, on va avoir ce qu'on appelle les métadonnées. Donc ce que tu as dit, on va étudier quel est l'âge du joueur, quel est son sexe, sa position, etc. Il y a plein de choses qui vont nous permettre d'affiner la performance. Et effectivement, c'est pas la même chose de toucher 10 ballons quand tu es en U12 sur un terrain débutant ou quand tu es en finale de la Ligue des Champions, par exemple. Donc évidemment, ça va nous permettre de contextualiser
la donnée brute. Et de plus en plus, on essaye d'avoir un modèle qui va effectivement aller chercher d'autres types de données. Par exemple, ça peut être des données de positionnement absolu, où tu es sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une info que notre capteur ne mesure pas, parce que c'est un capteur qui est embarqué sur la jambe du joueur avec des données d'accéléromètre. Donc on va pouvoir mesurer le déplacement du joueur, mais pas savoir à quel endroit il se trouve précisément. À moins de replacer tout son parcours depuis un point que tu connaîtrais. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, mais qui est très costaud niveau IA. Donc, on a encore un peu d'années de R&D pour arriver à le faire. Et l'autre manière un peu plus rapide pour accéder à ça, c'est d'avoir des points de données de mesure absolus. Donc, soit tu utilises un GPS, c'est ce que font certains dans le milieu. Mais le GPS, il a quand même l'inconvénient de ne pas fonctionner en indoor, par exemple. Et puis même dans un stade avec 40 000 personnes autour de toi, je ne suis pas sûr que la qualité du signal, elle puisse te permettre de voir des mouvements subtils comme peuvent les faire un joueur de foot. On peut utiliser le Bluetooth. Nous, notre capteur, il a une connexion Bluetooth, ce qui te permet à la fin du match de synchroniser avec ton téléphone pour récupérer tes stats. Mais on peut également faire de la triangulation, en mettant des bornes sur le bord du terrain qui envoient ou qui reçoivent un certain signal au capteur. On est capable de savoir avec quel angle finalement le capteur est sur le terrain par rapport à la borne. Et si tu couples deux de ces bornes, tu peux faire ce qu'on appelle la triangulation par définition. Donc, c'est trouver la position à travers les deux angles. Donc, bref, ça, c'est des données qu'on commence à mettre en place et que demain, on pourra incorporer à notre modèle. Et puis, il y a également tout un pan de recherche qui est de prendre des données qui viennent de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de matchs qui sont filmés qui permettent d'avoir certaines stats sur les joueurs, rarement complètes. Parce que quand tu as ton match à la télé, en fait, il y a des phases où le joueur il est dans le champ, mais il y a surtout beaucoup de moments dans lesquels il n'est pas dans le champ. Donc, avec la vidéo, tu as surtout des bribes de stats. Mais pareil, avec les techniques modernes, tu peux utiliser ces bribes de stats finalement pour continuer d'améliorer ton modèle et lui faire apprendre des choses toujours plus poussées. C'est la NFL qui, depuis 3 ans, je crois maintenant, il y a sur certains matchs, ils rediffusent. Enfin, tu peux voir le match en temps réel dans l'univers de Toy Story, c'est-à-dire qu'en fait, tous les mouvements de tous les joueurs sont captés et sont retranscrits en temps réel dans un environnement virtuel pour que les enfants puissent apprécier aussi le match. Et donc, tu vois les personnages de Toy Story en train de jouer le match de foot, mais en temps réel avec les vrais mouvements réalisés par chaque joueur. C'est ce niveau de... En fait, ce serait plus... Est-ce que c'est le même genre de techno, même type de... Est-ce que c'est votre techno poussé à l'extrême ou est-ce qu'on est sur un tout autre domaine ? Alors, oui et non. C'est des technos qui un jour vont se rejoindre. Aujourd'hui, la techno dont tu parles, elle est effectivement mise en place par certaines ligues. Donc, c'est vraiment très rare. Il y a la ligue anglaise, par exemple, qui fait ça depuis 2 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis une saison, pareil, il faut fact-checker, mais je crois que la ligue française et allemande et espagnole s'y sont mises. Mais bref, c'est des technos qui sont hyper coûteuses, qui sont justement réservées aux plus grands stades où tu vas truffer finalement ton stade de caméra pour être capable de capturer le jeu sous toutes ses coutures et en recoupant toutes ces infos-là, effectivement reconstruire un modèle avec le mouvement, la position des joueurs, fournir ça en live et avoir des applications. Donc c'est super sympa, mais c'est réservé à une élite. Donc voilà, si je regarde un match de Ligue des Champions, super, j'ai mes données et ça peut être très fun, comme tu dis, de jouer avec. La vision de Footbar, c'est vraiment de mettre cette techno-là à disposition de tous les joueurs de foot. Donc c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais nous, le capteur qu'on commercialise, il est commercialisé à 59 € chez Decathlon, chez Intersport, chez tout bon revendeur. Et c'est vraiment un capteur qui est destiné à toi, à moi, à ton petit neveu ou ta petite nièce qui démarre le foot. Donc c'est pas... et donc certes, on n'a pas le niveau de précision de pouvoir reconstruire l'intégralité du match comme ça. Néanmoins, on est capable de lui fournir aujourd'hui des stats qu'il n'aurait pas sans nous, et justement d'avoir cet univers de stats un peu plus accessible. Okay. Et donc ça permet, tu le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de tous les joueurs qui portent le 14, donc tu peux effectivement avoir, quand tu vas faire ton match avec tes potes, tu peux être le seul avec ton capteur. Et ça te permet quand même d'avoir des stats sur toi directement. Exactement, ça ne te pose pas de problème. Tu peux même par exemple mettre ton capteur quand tu vas faire ton running, quand tu vas faire ton entraînement,
En gros, ça te permet vraiment de collecter ta donnée. Tous les gens qui font du quantified self, comme on dit par exemple, qui collectent leurs données sur Strava, ça te permet vraiment de suivre ton entraînement, ton état de forme tout au long de ta saison. Et donc, c'est des données hyper précieuses pour les gens qui veulent progresser, qui veulent suivre leur performance, puis également pour les coachs, les préparateurs physiques qui jusqu'ici n'avaient pas ce genre de données et qui là ont accès désormais à des outils pro. Ok. Tu parles justement de mettre le capteur pendant ta séance de running. À quel point est-ce qu'on peut utiliser le capteur pour tout type de sport? Genre, imaginons, je suis lanceur de javelot. Est-ce que le capteur a de l'intérêt ou est-ce que le sport est tellement différent que ça va pas m'apporter grand-chose? Ouais, il y a des anecdotes assez marrantes comme ça parce qu'en plus, donc nous, il y a l'aspect, effectivement, le capteur comprend ce que tu fais et va te fournir des statistiques, mais il y a tout un aspect gamification où tu vas marquer des points à chaque fois que tu vas faire une séance et donc on encourage la pratique du sport. Nous, on voit limite notre produit comme le jeu vidéo FIFA finalement, sauf qu'à la place d'une manette, tu as un capteur directement sur la jambe qui comprend tout ce que tu fais. Donc on encourage à fond ce côté gamification avec des challenges et à tel point qu'on a pu observer sur certains challenges que les jeunes avaient tellement envie de gagner des points qu'ils mettaient leur capteur pour aller chercher le pain ou quand ils allaient promener leur chien, tu vois. Donc forcément, tu marques moins de points que si tu vas faire une vraie séance de foot avec des passes, des frappes, etc. Mais notre mission finalement qui est de remettre et d'encourager les gens à faire du sport, elle est réussie. Donc oui, pour reprendre à ta question, tu peux mettre et on t'encourage à mettre le capteur dans toutes les situations. Par contre, c'est clair que si tu fais un sport spécifique, par exemple le rugby, on va pas compter tes plaquages ou tes passes. Ça veut pas dire que demain on pourra pas le faire parce que la techno qu'on a mis en place, donc pour faire simple, le couplage entre un capteur et une IA qui comprend ce que fait les mouvements du capteur, c'est une techno qui peut être adaptée à d'autres sports. Voilà, c'est pas forcément à l'ordre du jour pour nous tout de suite parce que ça demande quand même des moyens et on a besoin d'être focus et de pas se disperser. Mais effectivement, demain, tu peux très bien imaginer dans n'importe quel sport être capable de comprendre et d'analyser en profondeur ton jeu en mesurant le mouvement de ton corps. Et c'est vraiment un travail colossal de devoir réentraîner le capteur sur un nouveau sport. Tu vois, tu t'évoques ce besoin d'être focus. J'essaie d'estimer un peu c'est quoi la quantité de ressources nécessaires pour passer du foot au rugby qui sont... Alors finalement, le plus gros challenge, c'est au niveau de l'industrialisation. Parce que mine de rien, ton capteur, il faut le commercialiser. C'est bien de faire la R&D, mais derrière, c'est un produit que tu vas vendre avec des vrais gens qui vont acheter, etc. Donc c'est une nouvelle boîte. C'est ça qui prend du temps. Juste améliorer le modèle, faire un fine-tuning du modèle d'IA, non, ça effectivement, c'est comme on dit un fine-tuning, c'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui tous les grands modèles de langage. À part ton modèle fondation qui a été entraîné sur énormément de données qui en tant que tel sert à rien, derrière c'est que des modèles que tu réentraînes. Tu te bases justement sur le modèle fondation pour le fine-tuner à différents exemples. Donc nous, on a été contraints de faire un modèle fondation pour l'activité physique, parce qu'il n'y en avait pas, et qui est vraiment spécialisé sur le foot. Mais effectivement, demain, tu veux l'entraîner sur le rugby, tu as juste avec des guillemets, mais tu as besoin de beaucoup moins de données que ce qu'on avait initialement, parce que tu as déjà un modèle qui est capable de comprendre les mouvements du joueur, et donc derrière, il faut effectivement lui apprendre ce que c'est qu'un plaquage, les gestes qui sont propres au rugby, mais c'est beaucoup plus simple que si tu dois partir de scratch. Après, peut-être y avoir certains sports, si on prend l'exemple du rugby, on utilise quand même un peu plus les mains. Tu as peut-être besoin aussi d'un capteur à ce moment-là, d'avoir un autre capteur sur au moins un bras pour... Exactement, ça c'est finalement du product management, je dirais, réfléchir à où est-ce que tu mets ton capteur au plus simple. Et donc c'est là qu'il y a le boulot, effectivement, c'est plus dans la création du nouveau produit que vraiment dans le modèle d'IA. Le modèle d'IA, nous finalement, on s'amuse à faire des tests justement parce que on sait très bien que même si nous on conseille de porter notre capteur à un endroit spécifique, proche du genou, etc., il y a des gens qui ne comprennent pas et qui le portent à des endroits plus ou moins auxquels on n'avait pas pensé. Et notre IA est quand même robuste à ça. C'est-à-dire qu'elle va être quand même capable, même si tu n'es pas au meilleur endroit, de comprendre ce qui s'est passé et de fournir des statistiques plausibles dans une certaine mesure. Donc là, de la même manière, ton capteur, que tu le mettes au poignet ou autre chose, finalement, il y a toute une composante mouvement humain et dynamique du mouvement qui est quelque part apprise par le modèle, quoi. Ok, donc ça veut dire que sur chaque personne qui porte le
le capteur, il y a une espèce de réapprentissage qui est fait pour adapter la compréhension du mouvement de la personne versus un corpus existant. Ouais, alors comment ça se passe finalement? Ça, c'est notre algo qui se débrouille. On ne l'a pas forcément de manière supervisée appris à être bon, que voilà, par exemple si tu portes sur la cheville ou sur le genou. On a testé en se disant, bah voilà, et si on prend un capteur sur le genou et qu'on surentraîne l'algo, est-ce que en fait il est meilleur? Non, en fait on s'aperçoit que de lui-même, probablement parce que dans notre base de données qui représente des centaines de milliers de joueurs, eh ben, il y en a plein qui le portent au mauvais endroit. Finalement, notre algo a appris de lui-même à générer tous ces cas-là. Pour reprendre tout à l'heure comme tout à l'heure l'exemple du texte, où on parle beaucoup, aujourd'hui tu fais une faute de frappe quand tu discutes avec ChatGPT, bah, il s'en fout. Parce que justement, il a été entraîné dans un corpus où il y a tellement de fautes de frappe qu'il est capable de s'en affranchir. Mêmes, en fait, ouais, tout à fait. Puis une jambe, ça a une taille limitée. Enfin, tu peux pas mettre le capteur Exactement. non plus à trop long. Je vois l'idée. Qu'est-ce que ça... Tu parlais tout à l'heure d'avoir un capteur qui soit disponible pour tout type de joueurs et de joueuses. Qu'est-ce que ça apporte alors toi, tu es peut-être plus sportif que moi, mais qu'est-ce que ça apporterait à quelqu'un sportif du dimanche qui fait juste une partie de foot avec ses amis une fois par mois? Alors très concrètement, comment ça se passe? Donc tu as ton capteur que tu as acheté pour 59 € dans ton magasin de sport. Tu arrives à ta séance, tu le mets en route avec ton téléphone, tu as une appli donc Footbar, tu fais ton match comme si de rien n'était, et à la fin, tu te resynchronises et tu dis voilà, ma séance est terminée. Et donc tu vas avoir toute une analyse justement de ta performance où on va te fournir les stats dont je te parlais, donc ton nombre de courses, de passes, de dribbles, tes statistiques brutes finalement. Tu vas avoir une analyse textuelle avec un coach virtuel qui va te donner des conseils, qui va dire voilà, aujourd'hui tu es plutôt dans tel style de jeu, tu devrais faire ça pour t'améliorer, etc. Donc là, finalement, c'est le branchement d'un modèle de langage sur nos données. Tu vas avoir des outils un peu fun de comparaison. On a une fonctionnalité qui marche bien, qui te dit de quel joueur pro tu es le plus proche. Est-ce que tu joues plus dans le style de Mbappé, par exemple, ou de Messi? Donc voilà, ça permet aux joueurs de se chambrer un petit peu, d'avoir quelque chose de qualitatif. Parce que finalement, des joueurs, leur filer que des stats, ils ne sont pas forcément armés pour les lire. Alors que si tu donnes des comparaisons avec des choses qu'ils connaissent bien, ils vont comprendre tout de suite. Et puis, il y a l'aspect gamifié dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, à chaque fois que tu vas jouer, tu vas quelque part cultiver ton avatar, comme dans un jeu de rôle. Tu vas marquer des points, tu vas gagner en expérience. Et tu vas comme ça essayer de construire à la fois ton profil joueur avec le plus d'XP possible. Et puis tu as également un mode championnat avec différents challenges où tu vas, à la manière d'un championnat de foot, gagner des divisions à la fin de semaine en fonction de si tu as été bon, etc. Donc il y a tout un univers gamifié qui encourage la pratique, c'est ce que je disais. Et finalement, le persona peut-être qui est le plus touché, c'est la génération qui a aujourd'hui entre 10 et 15 ans, qui ne fait pas forcément du foot depuis très longtemps, mais qui n'a pas connu le sport et le foot avant les stats en fait. On se rend compte que c'est une génération qui limite à jouer à FIFA avant de mettre les pieds sur un terrain. Et donc pour eux, ça sonne comme une évidence que chaque joueur, il doit avoir sa fiche de stats. Et donc, ils adhèrent totalement à cet aspect gamification de la pratique. Et voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Ce qui me surprend dans cette approche, surtout que vous avez ce focus sur le foot, qui est quand même un sport collectif, très clairement. On parle d'un capteur qui est posé sur ta jambe, donc tu n'as pas de capteur sur le ballon. Alors moi je suis très peu le foot, donc je m'en excuse pour ceux qui sont fanatiques de ce sport, mais effectivement c'est pas mon cas. J'aurais tendance à dire que pour progresser dans le foot, il faut qu'on sache si tes passes sont bien visées, si tes tirs sont cadrés. Enfin tu vois, il y a c'est-à-dire que ma performance, ma foulée, elle est intéressante, mais c'est quand même avant tout un sport collectif. C'est comment est-ce que c'est avant tout un sport collectif, mais tu as le fameux adage où on dit que c'est le plus individuel des sports collectifs ou le plus collectif des sports individuels, je sais pas, mais on a tous cette image, voilà, peut-être du Cristiano Ronaldo ou en tout cas du joueur qui est très centré sur ses performances à lui.
Et oui, quelque part, on joue un petit peu là-dessus. Même si tu joues en équipe, tu as quand même envie de briller individuellement, d'avoir des bonnes stats, de soigner tes stats. Et en fait, pour nous, c'est salvateur parce que y a quand même un enjeu d'entrée, d'accéder au marché. Si en fait, on fait un produit où pour l'utiliser, tu es obligé d'avoir toute l'équipe équipé, et ben ça te fournit une barrière à l'entrée beaucoup plus grande. Alors que là, comme on disait tout à l'heure, tu peux avoir ton propre capteur et commencer à prendre du plaisir dès la première séance. Donc c'est pour ça qu'on axe énormément l'expérience utilisateur quand même sur une expérience individuelle. Maintenant, effectivement, demain, nous, on a des grandes ambitions. On imagine que avoir tes stats à la fin d'un match, ça deviendra indispensable, tout comme un ballon pour jouer au foot. Et donc, à ce moment-là, effectivement, où on pourra faire le postulat que quand tu joues, la plupart des gens autour de toi sont équipés, ça sera peut-être intéressant de mettre le focus plus sur des stats collectives. Okay. Et avoir un ballon connecté peut-être, non aussi ou... C'est pareil, il faut que quelqu'un l'ait le ballon. Donc si tu fais une pratique, par exemple auprès d'une fédération, tu vas pas te ramener avec ton propre ballon. Tu es obligé de prendre le ballon de la fédération. Et si inversement, on doit convaincre la fédération de mettre des ballons connectés sur tous les terrains de France et du monde, ça va prendre un petit moment. Ouais. Donc on reste une start-up avant tout et on est concentré sur comment toucher le plus grand public le plus rapidement possible. Ok. Alors peut-être que je connais pas assez le foot, mais moi dans la NFL, qui est le sport que j'ai le plus suivi ces dernières années, il y a effectivement des joueurs brillants, hyper performants et qui sont au-dessus du lot. Mais ce qu'on constate, c'est que si tu n'as pas l'équipe qui va avec, tu fais un très bon joueur, un très bon quarterback, s'il n'a pas de receveur pour recevoir ses ballons, s'il n'a pas les receveurs à son niveau pour recevoir les ballons, il aura des stats forcément altérées, tu vois. C'est le cas aussi, j'imagine, peut-être un peu dans le foot. Tu vois, un Messi qui est entouré de joueurs de piou-piou, forcément, il n'aura pas les mêmes résultats. C'est très vrai, et c'est peut-être justement moins vrai dans la NFL où l'influence du quarterback, comme tu dis, elle est très très forte sur une équipe et il peut vraiment à lui tout seul faire beaucoup de choses. Et ça a été démontré par finalement un nombre de Super Bowl remportés uniquement par une poignée de quarterbacks, dont un qui était cher, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, pour revenir au foot, ce que tu dis est très vrai. Une des phrases qu'on dit souvent, c'est le niveau d'une équipe. Finalement, c'est pas le niveau de son meilleur joueur, c'est le niveau de ses 3 moins bons joueurs. Donc c'est vraiment caractéristique du sport collectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Je te dis, on arbitre. Il y a effectivement la performance individuelle et le joueur qui veut progresser, il a des axes de progression. Voilà, c'est sûr que si inversement, demain, on te met dans une équipe entourée de super joueurs, mais que toi, tu es limité sur ton physique, sur ta vitesse, sur ta qualité de balle, etc., ça va moins bien se passer. Donc en fait, il faut axer sur les deux. La performance individuelle et l'amélioration de cette performance individuelle tant que possible. Et effectivement, demain, grâce notamment aux modèles de langage qui vont faire apparaître des modèles complexes entre les joueurs, pourquoi pas imaginer de modéliser l'impact d'un joueur sur un match. On peut très bien imaginer demain que tu aies un modèle de langage ou en input, un espèce de chat GPT du coach, on pourrait dire, où en input, il donne une certaine compo et le modèle va calculer la probabilité de gagner, par exemple, face à une autre équipe. Et puis, tu pourras tester si tu inverses de joueurs, par exemple, est-ce que ça augmente ta probabilité, est-ce que ça la change, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement assez fun qu'on peut modéliser grâce à ces technos. Ouais. C'est-à-dire qu'en connaissant la manière dont un joueur se déplace, tu peux imaginer comment il va se déplacer dans les parties d'après, quoi. Exactement. Tu crées finalement un profil de joueur, une carte joueur, qui va te permettre d'anticiper et de prédire un maximum quel sera le comportement du joueur dans les situations auxquelles il va être confronté, quoi. Okay. Le fait que vous vouliez l'apporter à tout type de pratiquants du sport, moi je trouve ça absolument génial. Dans quelle mesure vous arrivez aussi à avoir une solution qui va s'adresser aux sportifs de haut niveau? Parce que j'imagine que vous avez des sportifs de haut niveau aussi dans votre pool d'utilisateurs. Est-ce que c'est des solutions qui... Enfin, tu vois, est-ce que les besoins sont les mêmes? Est-ce qu'un même produit peut s'adresser aux deux populations? Ouais, tout à fait, parce que demain, on se voit justement être sur les jambes de tous les joueurs. Et aujourd'hui, on va prendre Kylian Mbappé comme on prend souvent en exemple. Il utilise a priori pas le capteur football, ou en tout cas il me l'a pas dit. Mais par contre,
on est convaincu que le Mbappé qui aujourd'hui a 10 ans et qui est justement dans l'optique de devenir le prochain Mbappé, lui, il utilise le capteur footbar. Donc il va y avoir finalement comme ça un changement générationnel et une éducation à faire. Nous, ce qu'on essaie justement, c'est d'éduquer, d'évangéliser la nouvelle génération aux stats pour leur faire découvrir. On parlait tout à l'heure voilà, sur un utilisateur qui a une dizaine d'années, tu lui donnes pas un tableau de stats Excel avec 3 pages. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment comment éduquer sur la statistique et faire en sorte que cette génération, finalement, elle apprenne à jouer au foot avec les stats. Et demain, effectivement, il y a une partie très faible, mais il y a une partie de ces utilisateurs qui feront carrière dans le foot pro et qui, a priori, continueront d'utiliser les outils qu'on met en place et qui auront d'ici là été encore plus perfectionnés. Dans quelle mesure est-ce que la stat va remplacer la prouesse physique? Enfin, tu vois, tu vois, quand... Alors, j'arrive pas forcément très bien à formuler ma question, mais de l'impression que j'ai, de la compréhension que j'ai de tout ce que tu racontes, c'est qu'il y a, on va dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu ne pouvais voir sur le terrain que des gens qui avaient un vrai don inné pour ce sport, qui avaient bossé pendant des heures et des heures de manière acharnée. Là, aujourd'hui, avec les stats, tu peux avoir un truc qui est beaucoup plus focus et te dire, OK, moi, je peux jouer comme un Loris, comme un Mbappé, comme un Messi. Et je me focus là-dessus. Je vois que je dois améliorer ma foulée. Tu vois, un côté hyper... presque un travail d'orfèvre, mais qui est moins, du coup, qu'un travail de gens qui ont un don naturel inné au truc, mais des gens qui vont, tu vois, de manière très professionnelle, très carré, se dire OK, on va je vais bosser ça. C'est sûr que ça va changer la pratique. Le truc qui changera pas, comme tu dis, c'est le travail acharné, quoi. Il n'y a pas de joueurs qui demain, grâce à la techno, deviendront du jour au lendemain des génies. Il faut évidemment dédier sa vie, voire plus si tu veux atteindre le niveau des gens que tu as cités et encore. Donc ça changera pas. Mais par contre, effectivement, dans la méthode d'entraînement, tu vas pouvoir cibler différentes choses, travailler plus sur tes forces, sur tes faiblesses. Donc en fait, ça donne des outils et c'est clair qu'on va voir évoluer le jeu. Il y a un exemple qui est donné assez souvent sur le basket, pour revenir à ce qu'on disait en intro. Quand tu regardes d'où sont pris les shoots en NBA, il y a 20 ans, ils étaient pris d'à peu près n'importe où. Si tu enregistres la position depuis le terrain. Et pour rappel, au basket, tu marques 2 points quand tu marques un panier. Si par contre, tu tires en dehors d'une certaine zone, la zone des 3 points, tu en marques 3. Et en fait, il y a des gens qui ont fait des stats justement sur ton espérance de scorer, donc combien de points tu vas marquer en fonction de où tu prends ton shoot, et ils ont démontré que en fait soit tu prends un shoot sous le panier et tu marques 2 points mais tu es sûr de les marquer, soit tu prends un shoot vraiment à l'extérieur de la zone de 3 points, tu as moins de chances de le marquer mais au moins tu en marques 3, mais en fait tu n'as aucun intérêt à prendre un shoot à mi-chemin entre ces deux zones. Et il s'avère, quand justement on regarde aujourd'hui d'où sont pris les shoots en NBA, que tu n'as plus aucun shoot qui est pris ailleurs que soit sous le panier directement, soit à pile à la zone des 3 points, parce que les joueurs ont bien appris leur leçon et voilà, appliquent religieusement la chose dont ils savent que ça va maximiser leur espérance de marquer. Donc tu auras pareil dans le foot, effectivement, si demain on fait apparaître que voilà, pour tel type de joueur, par exemple, tu as plus intérêt à privilégier tel type de jeu, c'est clair qu'on va voir le jeu évoluer, et c'est une bonne chose. Ouais. Oui, mais tu vois, sur les stats, on en parle sur un autre épisode de cette série spéciale. Statistiquement, sur le foot, au tir au but, je sais plus quel est le truc exact, mais j'avais vu un truc sur les stats qui expliquait que le tireur a plus de chances de marquer s'il tire tout droit que s'il essaie de taper une lucarne, et que le goal aurait plutôt intérêt à rester au milieu plutôt que d'essayer de partir d'un côté ou de l'autre, mais qu'il ne le fait pas parce que sinon les gens pourraient avoir l'impression qu'il ne fait rien pour arrêter le tir, ce qui serait encore pire que de se prendre un but. C'est ça qui est fascinant avec l'exercice des tirs au but, c'est qu'en fait il y a une dimension psychologique, mentale, qui est encore beaucoup plus important que la dimension technique. Alors certes, il faut être capable de tirer droit dans ton ballon. Ça, on part du principe que les pros, ils sont capables de le faire. Mais en fait,
Si tu regardes les bons tireurs de penalty ou les bons gardiens, ils déjouent complètement les statistiques. Donc les statistiques, comme tu dis, de regarder en moyenne combien de chances il a de marquer s'il tire à tel endroit et à tel endroit. On est très fiers, par exemple, en équipe de France, d'avoir un gardien comme Mike Maignan qui est réputé être justement très fort sur les penalties. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous a permis de passer un tour au dernier Euro, même si malheureusement ça ne nous a pas suffi pour aller au bout. Parce que justement, il est capable de rentrer dans la tête du tireur et de savoir, au-delà des maths, au-delà de la probabilité, où le joueur va tirer. Et c'est vrai que c'est assez magique. Finalement, l'aspect mental ici, il est complètement bien plus fort à ce niveau que l'aspect technique où tu as atteint une certaine limite, quoi. En gros, il faut savoir tirer ton penalty parfaitement. Mais peut-être que demain, justement, sur cet aspect mental, on pourra mettre en place des outils pour s'améliorer, tout simplement, et percer le secret des grands gardiens ou des grands tireurs de penalty. Oui, parce que c'est intéressant parce que ce que tu évoques, c'est que quand on parle de tous ces stats que tu arrives à générer autour de l'exercice du foot, il y a un côté très, très mathématique, très technique. Mais on est quand même encore sur des disciplines qui ont un côté très humain, une lecture du jeu, parce que ta stat, elle arrive après le match. Mais sur le terrain, il faut avoir une lecture du jeu, et meilleur t'es là-dedans. Bien sûr, et puis il y a aussi une part d'incertitude, et c'est ça qui fait la beauté du sport, parce que si demain, effectivement, t'es un sport où il n'y a aucun enjeu et où tu sais qui va gagner, en fait, quel intérêt? Donc oui, comprendre le foot, ça permet justement d'essayer d'avoir ce petit avantage sur ton adversaire qui dit que voilà, tu vas arriver à faire mieux, mais derrière, effectivement, ça reste tellement incertain que c'est ça qui fait qu'on prend plaisir à pratiquer ou à regarder le foot et le sport en général. Je vais faire une petite analogie, alors qui va peut-être prendre un petit peu de temps, excusez-moi si je suis trop long, mais en ce moment, je suis en train de faire un executive master autour de l'innovation au sein de l'école polytechnique, et je discutais avec un médecin qui nous parlait d'un sujet de traitement du cancer. Je vais le voir à la fin et je lui parle de différents trucs que moi j'ai vus sur les travaux de recherche qui se font et compagnie. Et il m'a fait une réponse qui je trouve intéressante, mais tu vois, qui a quand même résonné en moi. Il m'a dit, oui, il y a en effet des solutions d'ingénieurs, mais on cherche plutôt des solutions biologiques. C'est une façon de dire que moi, j'avais une approche très, très mathématique du problème, en fait, et effectivement un côté très ingénieur, à essayer de développer un produit, tu vois, de concevoir quelque chose dans un monde qui n'est pas forcément adapté à ça, en fait. Tu parles de changement de la pratique du sport. Tu vois, est-ce que tout cet apport des stats, est-ce que c'est une réponse d'ingénieur à un problème très, très physique? Non, c'est primordial, comme tu dis, d'avoir une réponse footballistique avant tout. L'ingénierie, c'est un outil. L'outil, elle permet de faire des choses incroyables, mais derrière, il ne faut pas perdre de vue à quoi ça sert. Et finalement, c'est quoi le métier, comme on dit. C'est eux qui vont définir les problèmes et qu'est-ce qu'on en fait. Et ce que tu dis me fait penser effectivement à la définition d'intelligence artificielle. C'est compliqué de définir le mot IA. Tu peux avoir l'envie de la définir de manière technique, c'est tel type d'algo, telle classe, ça n'en fait pas partie, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on va dans un monde qui va tellement vite où toutes les 2 semaines, la définition que tu as donnée, elle est obsolète. Parce qu'il y a une nouvelle techno qui devient la référence et en fait, tel truc, c'est pas l'IA, etc. Donc bref, la réponse technique, elle n'existe pas. Pour moi, la seule bonne réponse qui compte, c'est finalement la réponse absolument pas du tout technique, mais grand public. C'est quoi une intelligence artificielle? C'est quelque chose qui est capable de prendre une décision à la place d'un humain. Et c'est tout. C'est le seul truc auquel on se rapproche et qui finalement est capable d'unir toutes ces technos qui sont qui prolifèrent, mais ouais, il faut pas perdre de vue à quoi ça sert derrière, quoi. Okay. Comment vous faites chez Footbar pour concilier justement, parce que j'imagine que tu as toute une équipe de développeurs qui sont sûrement techniquement très bons, peut-être moins bons sur un terrain de foot, je veux pas attaquer personne, mais tu vois, peut-être qu'ils sont meilleurs derrière un clavier que sur un terrain. Comment vous faites pour concilier cette expertise technique et tu vois, on en parlait sur le compilé qu'on a fait juste avant sur les DB vectoriels, on le sait tous, tu vois, quand on est dev, parfois et c'est un peu ce que moi j'ai vécu sur l'histoire que j'ai racontée avant, c'est ce côté je peux apporter une solution technique à un problème, mais peut-être que sur le terrain, le problème, il n'existe pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment vous faites pour concilier
ce côté très humain, très physique du sport avec ce que nous, en tant que dev, on a tendance à apporter. Ouais, bah, effectivement, on se soigne. C'est vrai que Footbar, initialement, c'est une boîte fondée par deux ingés, parce que je me suis associé à la personne qui était le capitaine de l'équipe de foot dans notre école d'ingé. Pour monter cette boîte au départ. Donc c'est vraiment parti d'un projet d'ingé, mais très vite on s'est rendu compte qu'on avait un besoin vital d'être entouré par des gens qui ont un point de vue totalement différent et qui ont des compétences complémentaires aux nôtres. Donc aujourd'hui, heureusement, on a la chance d'avoir une équipe de 30 personnes et il y a uniquement un tiers d'ingé, de tech entre guillemets. Donc je pense que l'équilibre il est assez sain. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau foot et la capacité à être ingé? Eh bien pas forcément. Alors non, j'ai pas forcément qu'il y ait de corrélation. Je me dis juste qu'ils sont peut-être meilleurs sur ce domaine-là plutôt que sur le terrain. Non, il y a des ingés excellents et à la fois sur le terrain et dans leur métier de dev. Mais c'est vrai que j'ai eu peur, moi, quand j'ai démarré, enfin peur. Je me suis dit, je venais d'une école d'ingé où effectivement la plupart de la promo, on va dire, était pas très foot. Et je me suis dit, en fait, je m'embarque là-dedans, mais comment je vais faire pour recruter? Parce qu'en fait, tous les devs que je connais, bah, ils s'en foutent du foot. Et je vais galérer. Et en fait, pas du tout, parce que quand tu regardes effectivement dans la masse, quand tu prends tous les développeurs et que tu sors de ton petit cercle école d'ingé, bah oui, en fait, il y en a quelques-uns qui sont passionnés de foot, mais alors ceux-là, justement, étant donné qu'ils sont passionnés, bah, ils ont peut-être beaucoup plus envie de venir chez toi pour travailler sur ces problématiques que d'aller bosser ailleurs. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça s'annule, je dirais. Il y a effectivement des devs passionnés ou pas de foot. Chez Footbar, quand même, il faut avoir une bonne appétence pour le ballon rond, pour prendre du plaisir et justement s'attaquer à la tâche hyper ambitieuse qui est de créer cette IA qui comprend le foot mieux que les humains eux-mêmes, quoi. Ouais, canon. Pour terminer, à quel point est-ce que toutes ces innovations technologiques prennent un petit peu le pas sur la performance physique? Tu vois, si on revient au début des Jeux Olympiques et des Grecs, tu vois, les sportifs étaient des gens qui avaient quand même quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est que tu peux décider de voir que tu as surtout ce truc-là à travailler parce que ta foulée, elle n'est pas parfaite et tu as vraiment bossé ta foulée. Tu vois, à quel point est-ce que l'innovation technologique prend un peu le pas sur le succès physique, on va dire? Moi, à mon humble avis, le progrès technologique, en fait, il est comme dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire qu'il est là, quoi qu'il arrive. Il est effectivement pas du tout le même quand tu parles de il y a 2000 ans ou il y a un siècle ou maintenant et dans 10 ans, on ne sait encore pas ce qui sera. Mais à chaque fois, en fait, il s'adapte à la société ou la société s'adapte. Ça, je ne sais pas dans quel sens on dit, mais voilà, ce n'est pas réservé au sport. C'est vraiment dans toutes les sphères où il faut vivre avec son temps. Et donc le foot c'est pareil. Aujourd'hui on joue plus au foot comme jouaient nos grands-parents. Voilà. Est-ce que c'est la techno qui impacte le foot? Est-ce que c'est le foot qui impacte la techno? Certainement un peu des deux, mais c'est sûr qu'on avance et qu'on applique voilà, ce qui se fait de mieux au niveau techno à notre passion à tous, quoi. Parce que alors sur votre sujet à vous, je pense que c'est un peu différent parce que effectivement tu vas fournir un ensemble de stats à des joueurs qui vont leur permettre de mieux travailler certains aspects. Et je pense qu'on reste quand même aussi dans cette approche il y a certains sportifs de haut niveau qui ont une mentalité différente et qui ont une capacité à se dire je vais bosser, puis je vais bosser un peu plus que les autres. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais un collègue qui me racontait que, je ne sais même plus dans quel sport, mais il y a un sport où il y avait deux personnes, il y a deux types qui étaient à chaque fois numéro 1 et numéro 2 sur le sport quoi qu'il arrive. Ouais. Et il y en a un des deux, dans sa salle de sport, il y a écrit « Qu'est-ce que Matt est en train de faire ?» Parce qu'ils étaient que tous les deux, tu vois, à se battre pour dominer la compétition. Donc tu vois, il y a des gens effectivement qui ont cette mentalité-là, et je pense que ton outil de stats permet justement à ces gens-là d'être vraiment hyper focus sur ce qu'ils bossent. Mais si on élargit un peu le scope des innovations dans le monde du sport, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y a eu c'est une nouvelle combinaison pour les nageurs, inspirée des peaux de requin qui leur permettait d'aller extrêmement vite. Tu vois, il y a un moment où en fait la techno permet à l'être humain de franchir un cap, et c'est la vraie question de se poser en fait, est-ce que c'est encore une performance humaine
ou en tout cas de la personne qui, parce qu'il y a quand même un être humain qui a conçu la combinaison, donc ça, il y a une performance humaine, mais est-ce que c'est encore une performance du sportif versus une performance de la techno, quoi? Ouais, ça c'est un débat effectivement que tu as souvent dans le sport, rarement dans le foot, mais ça va plus aller chercher des sports individuels où justement la pratique est vraiment optimisée. Donc tu as le cyclisme, tu as parlé de la natation effectivement, et ça rejoint la problématique du dopage, qui est une problématique quasiment infinie. À quel point ton innovation technologique, elle te confère un avantage qui est injuste et qui donc doit être interdit, ou alors elle te permet juste d'améliorer tes performances de manière accessible par tout le monde, et donc tu ne crées pas d'inégalité et tu ne fausses pas ta compétition. Donc ça, c'est un débat pareil, qui est plus grand que le foot, plus grand que notre produit à nous et que tu as forcément. Nous, ce qu'on se contente de faire, c'est de fournir à l'amateur qui aujourd'hui n'a rien, hein. On parle de la combinaison peau de requin, par exemple, effectivement, pour certains athlètes. Mais nous, notre client, c'est vraiment Marcus, 12 ans, qui va faire son foot depuis 2 ans, par exemple, dans la cour de récré. Donc c'est vraiment fournir au grand public des outils qui va leur permettre de professionnaliser leur pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir pros, mais ça veut dire qu'on va leur permettre d'avoir des outils qui font que s'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont avoir plus de méthodes que pour le faire, plutôt que de travailler dans le vide, par exemple. Canon. Top. Merci beaucoup, Sylvain, pour toute cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes? Moi, je suis un gros consommateur de podcasts. C'est ça qui me permet, notamment quand je ne suis pas dans mon rôle de CTO, mais que quand je suis dans la vie de tous les jours, les transports, quand je fais à manger, etc., de faire de la veille un petit peu et de me former sur des technos. Donc, y a ton podcast, évidemment, qui est hyper intéressant, je t'en prie. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Tech Café, que peut-être tu connais et que certains auditeurs connaissent, qui rentre énormément dans le détail justement de ce qui se fait aujourd'hui en IA et qui permet comme ça de progresser, de se former sur des technos sans avoir l'impression de bosser, entre guillemets. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts peut-être moins orientés tech que tu as envie de recommander? Il y en a un que j'aime beaucoup et qui, je crois, te tient aussi à cœur. C'est celui de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Ouais, tout à fait. Hyper intéressant de retrouver des parcours inspirants d'entrepreneurs ou non, de sportifs aussi de temps en temps. Et en fait, c'est des gens qui ont des parcours de vie qu'on peut très souvent mettre en parallèle de ce qu'on rencontre dans une entreprise ou dans un métier de dev, tout simplement. Donc c'est hyper enrichissant d'avoir cette ouverture. Canon. Effectivement, 2 podcasts que je recommande aussi beaucoup. Et pour terminer, Sylvain, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Moi, il y a un débat que j'aime bien dans ce thème, c'est Emacs versus VI. Ouais. Moi, je suis Emacs, et après, une fois que j'ai configuré Emacs proprement, l'indentation ou la tabulation se fait automatiquement, donc ça m'importe peu. Ok, très bien. Top, merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, donc on est sur une série spéciale autour des JO qui ont lieu en ce moment à Paris, bien évidemment. Je pense que vous le savez. Le message à retirer de tout ça, c'est faites du sport. Je pense que c'est important de se maintenir en forme. Surtout dans nos métiers, on est peut-être un petit peu trop souvent assis. Donc dépensez-vous, faites du sport. Il y a plein de sports différents. Éclatez-vous. Et n'hésitez pas aussi à avoir ce petit truc en plus de sportifs qui vont parfois dans des extrêmes assez fous, mais qui s'éclatent dans leur domaine. Donc voilà, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Je vous souhaite aussi d'excellentes vacances, si c'est le cas. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour tout un tas de séries d'épisodes aussi passionnants qui vont arriver. Et comme toujours, surtout, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ce genre de série un peu spéciale. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.